Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de recevoir Mario de Muraille un an après, quasiment jour pour jour. L'année C'est dernière, ça. on s'était rencontrés En en décembre. décembre, tout à Ouais. fait, avec Marie de Pléchin dans un deuxième temps. Et le roman, les deux romans, la trilogie, tout simplement avec votre frère, n'étaient pas encore publiés. D'où l'intérêt de faire cette rencontre, puisque maintenant les deux tomes ont été publiés, les deux premiers tomes, on parlera du Mhm. troisième plus tard. Mais d'abord, j'aimerais qu'on rende hommage à Loris. À mon sens, c'est déjà un préambule, si vous me le permettez, qui nous a quittés récemment et qui vous nous aviez transmis une énorme émotion au moment de cette rencontre, de cette première rencontre, en parlant de cette écriture avec lui. Et j'aimerais qu'on lui rende hommage ce soir et qu'on pense fortement à lui pour ce soir parce que vous l'avez écrit avec lui et on sait à quel point c'était important pour vous. Donc déjà, salut Loris. Euh, voilà, tout simplement. Ouf, vous commencez dur, Anthony. Désolé Mario, mais il fallait Je, que je le fasse je- maintenant. Non, mais tu as raison. Oui, donc le troisième tome, ben, il en a écrit avec moi à la moitié. Voilà, on s'est quitté à la moitié. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Justement, on va revenir peut-être sur cette création, sur cette envie de partager cela avec Loris, cette envie d'écriture tout simplement avec lui. J'imagine que l'écriture était peut-être presque un prétexte aussi pour passer du temps avec lui, pour aussi être le plus proche de lui pour ces derniers instants. Comment vous avez eu envie de démarrer cette trilogie avec lui? Oui, alors c'est avec Angie, donc bah, j'en avais peut-être un peu parlé la dernière fois. C'était il y a un an. Euh, J'étais à Bordeaux. Il m'a dit, je n'arrive plus à écrire, je deviens invisible. Il est atteint par la maladie de Charcot, il commençait à être paralysé. Et en revenant de chez lui, c'était juste après la déclaration de Macron qui nous amenait au confinement. Je rentrais chez moi à Bonny-sur-Loire, où je suis aujourd'hui, et je l'ai laissé à Bordeaux. Et dans la voiture, je lui ai proposé d'écrire du roman policier pour s'évader. Et je lui ai dit, on va retourner dans notre ville, on va retourner au Havre. C'est une ville, je l'ai quittée, j'avais 8 ans. Hein, c'est pas, j'ai pas de très, très longs souvenirs d'enfance. Lui, un peu plus, il avait 11 ans. Mais on l'a dans les gènes et on l'a dans le sang. Et c'est bien ce qu'on a voulu dire dans Angie et peut-être encore plus dans Souviens-toi de septembre. Parce que ce septembre-là, c'est pas le septembre 2020 qui va être le sujet en fait ça va se passer en septembre 2020, mais c'est le septembre 1944. C'est quand tout commence dans notre histoire, parce que ça va être l'ouverture roman. C'est ces journées du 5 et 6 septembre 1944, quand Le Havre a été rasé à 80% par des bombardiers anglais. Il est tombé autant de bombes que pendant le Blitzkrieg londonien en 2 jours. Sous prétexte de déloger des Allemands, en fait, ils ont tué des Havrais. Ils en ont tué 3000. C'est une histoire, à chaque fois qu'on m'en a parlé, à chaque fois que je l'ai lu, à chaque fois que je l'ai vu, il y a un documentaire terrible qui s'appelle Tabula Rasa. J'ai la chair de poule. J'ai une colère qui monte et je me dis c'est quelque chose que nous avons, que nous avions, Loris et moi, dans le sang, dans les gènes. Et quand on s'est demandé bon pour ce deuxième tome comment encore rendre hommage au Havre, puisque dans le premier c'était les docks, c'était le port, c'était les portes-containers, c'était l'ouverture vers le grand large. On s'est dit eh ben on va retourner vers ce traumatisme en fait, hein, qui la scène initiale. Euh, C'était d'autant plus fort pour nous que le personnage qui va apparaître, là, le Maurice Lecoq, est ce qu'on appelait un équipier national. Donc, il est en train de chercher les victimes, peut-être, ou de sauver des gens. Et en fait, on en a eu un dans notre famille. Donc, on s'est raconté, tu as raison, hein, c'était un prétexte pour se raconter des choses, pour faire revivre l'histoire de notre famille. On était au téléphone l'un et l'autre, et tout en construisant l'intrigue, on faisait remonter les souvenirs d'enfance, on faisait remonter l'histoire du Havre. Et donc, on s'est raconté ça aussi, cette histoire-là de Jean-Philippe Neveu, donc quelqu'un qui a sa rue maintenant au Havre d'ailleurs, qui était le cousin de maman. Alors ma famille à moi s'est échappée, ma mère et son frère et sa mère se sont échappés avant les bombardements. Quand ils sont venus, ils n'avaient plus de maison. Par contre, ce jeune homme,
très beau. Donc, j'ai la photo. J'ai prié pour lui dans mon enfance. On priait à la mémoire d'eux. Et donc, j'avais ce Jean dans la tête. Et bien, il était équipier national. Et donc, dans Souviens-toi de septembre, on démarre avec un autre équipier national qui s'appelle Maurice. Et, et on a écrit cela. Alors, je ne sais pas, on avait dit qu'on lirait des petits extraits. Je ne sais pas si j'en lis un bout Eh bien, allez-y, maintenant. avec On y plaisir. va? On Allez, y va? on commence. On commence. C'est l'heure où sortent les secouristes et les pompiers. Donc, on est le 5 septembre 1944. Il vient d'y avoir des bombardements. Quand il s'est enrôlé parmi les équipiers nationaux, Maurice Lecoq s'est imaginé en chevalier participant à une belle et noble aventure, la veuve et l'orphelin. Cela fait des mois que sa tâche principale consiste à tirer une voiture à bras. On évacue les maisons endommagées, on récupère ce que les familles sinistrées ont de plus précieux et on embarque tous fourbis pour une destination ou pour une autre. Maurice a parcouru des dizaines de kilomètres dans cette ville qui monte et qui descend. Et parfois blanc de plâtre, parfois noir de suie, il en a plein le dos, Maurice. Et quand il a failli se prendre un moellon sur le coin de la figure, il a jugé que ça suffisait comme ça. Telle est la raison pour laquelle il ne se trouve pas dans les caves de l'hôtel Guillaume Tell en ce 5 septembre 1944. Et c'est là que nous, on rejoint notre histoire familiale. Il ne l'apprendra que plus tard, mais c'est son premier coup de chance. En effet, tous ses camarades équipiers sont réunis dans ce qui est leur nouveau PC. Une bombe explose au sommet de l'escalier qui mène aux caves de l'hôtel. 7 équipiers vont périr au cours de l'opération de sauvetage. Et parmi ces 7 équipiers, eh bien, il y a notre cousin Jean. Donc, à l'intérieur de ce livre, en fait, on a mis aussi notre histoire familiale. Mais comme il n'y avait pas que ça qui nous unissait, Loris, mais aussi notre culture commune, bien, ce personnage de Maurice, il évoque très fortement un autre personnage, mais cette fois-ci de la littérature, le Thénardier de Victor Hugo, qui est comme Maurice, un détrousseur de cadavres, qu'on retrouve tout au début des Misérables. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il est sur le champ de bataille de Waterloo, il est en train de détrousser les soldats, et il détrousse un colonel, mais il s'aperçoit qu'il n'est pas tout à fait mort, et il va se faire passer pour son sauveteur, au lieu de se faire d'admettre qu'il est un détrousseur. Et c'est ce que va faire Maurice aussi. Il est un détrousseur de cadavres, sauf qu'il va se faire passer pour le sauveteur, non pas d'un colonel, mais d'un bébé. Et ça va être l'histoire de ce Maurice. On est en 2020. C'est un centenaire. C'est un notable de la ville et il a toute une geste épique derrière lui. Et donc, il est le sauveur de ce bébé. Et puis, il a réussi magnifiquement, on ne sait pas très bien comment, mais tout le monde l'encense d'ailleurs. Quand on commence l'histoire, il va recevoir la décoration de commandeur de la Légion d'honneur remis par le maire du Var. Voilà. Et en fait, c'est... Allô? Ouais, Oui. il y a quelqu'un qui essaie de parler, non? Voilà, c'est l'histoire de ce Maurice qui revient à la surface, comme nos 3 livres sont des cold cases. Hein, donc, c'est comme ça que ça. Alors, je ne sais plus, j'étais perdue, Anthony? Non, non, je suis là, je suis là. Tu es là, tu es là. Je OK. suis là, je suis là. J'ai essayé de Voilà. couper Et les donc, micros. OK, OK. Et donc, le fameux Souviens-toi de septembre, donc cet homme, Maurice, est devenu une notabilité. Il a un fils qui est sénateur, il a une petite fille qui est juge d'instruction. Enfin, c'est la réussite totale. Il a une magnifique maison, le château Maurice et tout, jusqu'à ce que la juge d'instruction reçoive une lettre anonyme qui lui dit simplement ça. Souviens-toi de septembre. Ce titre, d'ailleurs, qui était quasiment prémonitoire, c'est assez fou que ce titre soit aussi proche du départ de Loris, qui est parti en août. Souviens-toi de Oui. septembre, c'est aussi comme une sorte d'hommage. C'est un petit trait, entre guillemets, d'humour pour lui rendre hommage, malgré lui, malgré le hasard de la vie. Oh, pas malgré lui. C'était quelqu'un d'humoriste et pratiquement jusqu'au bout. Je raconte parfois que quand je lui ai demandé comment il pouvait écrire des scènes drôles dans l'état où il était, il m'a répondu pourquoi pas. Donc, c'est pour ça que le dernier va s'appeler, on le lira tout à l'heure, à l'hôtel du pourquoi pas, à cause de sa phrase à lui. Et puis, c'est lui qui a voulu que le dernier chapitre s'appelle Demain est incertain et que ça se termine non pas par le nom du coupable, mais par y aura-t-il un 3e épisode? Elle l'ignore, c'est Angie, nous l'ignorons car oui, vraiment, demain est incertain.
Et c'est lui qui a écrit cette phrase-là. Voilà. C'est aussi, les deux premiers romans, en tout cas, sont des romans sur l'incertitude. En effet, ça fait à chaque fois effet miroir avec votre vie à tous les deux. On a l'impression que vous avez été très complices lors de cette écriture, que en effet, les souvenirs sont remontés. J'imagine que vous avez peut-être découvert l'un et l'autre certaines anecdotes de vos vies Oui, communes. oui, on n'a pas forcément la même enfance à 3 ans d'écart, sauf que je pense que on était les deux du milieu et les deux plus proches en réalité. Mais ce qui était étrange, c'est que j'avais l'impression qu'il me racontait mes souvenirs en fait, comme je les avais vécus. Donc oui, une très grande et étonnante proximité en fait. Euh, je ne sais pas quoi te dire de plus. Alors, je rebondis sur Le Havre, parce que c'est plutôt rare des Mm. romans sur cette ville-là qui est plutôt industrielle, qui n'est pas forcément mise en avant dans la littérature. Ah Euh, si, elle est très présente dans la littérature et dans les films. Nous faisons d'ailleurs allusion à un des films célèbres, c'est Quai des Brumes, qui se passe dans le quartier de l'Eure, où il y a cette fameuse scène, je vais te la montrer, mais réactivée. T'as de beaux yeux, tu sais. Et elle lui répond, embrassez-moi. Michel Morgan, Jean Gabin. Et il rejoue un peu la scène dans le livre, non pas jusqu'au bout. Donc une ville qui a beaucoup inspiré notamment le cinéma. Elle est très photogénique. Pas quand on passe, où on la trouve très laide, mais quand on sait la regarder. alors, justement, vous disiez tout à l'heure que vous l'aviez quitté assez jeune, à 8 ans. 8 ans. Ouais, justement, comment vous avez travaillé l'évolution de cette ville, parce qu'elle est extrêmement présente, c'est quasiment un personnage principal des romans. Mhm, mhm. Vous mettiez même d'ailleurs un schéma des Il y a un quartiers plan, et voilà, on un peut s'y plan, tout à retrouver. fait. On peut Mhm. s'y retrouver facilement, donc on s'y voit facilement aussi. Comment vous avez travaillé sur cette ville-là? Est-ce que vous vous êtes documenté? J'imagine que oui, bien sûr, et que vous y Oui, avez oui, des oui. attaches familiales, mais Ouais, alors, c'est je sais loin pas, d'être évident. C'est loin On d'être avait un évident plan, des années j'ai après. un grand plan papier. On se promenait dans la ville comme ça. On a surtout beaucoup regardé de documentaires. On a choisi ce quartier très particulier qui est le quartier des Neiges, un petit peu comme un village d'irréductibles gaulois, alors, les irréductibles neigeois. C'était autrefois un quartier d'ouvriers, de marins, de dockers. Ça reste un quartier très populaire. Malheureusement pour lui, il est en train de disparaître parce qu'il est mangé par l'avancée du port et des docks. Et maintenant, les gens sont en fait d'une certaine manière séquestrés dans ce quartier puisqu'il y a un mur qui les sépare de la plage. Et derrière, il y a les docks, en fait. Et puis, il y a tous les ponts levants partout qui les relient à la ville. Et si on relevait, c'est ce que disent les Liégeois, si on relève tous les ponts, eh bien, c'est une île, le quartier des Neiges. Donc, on a choisi ce quartier-là qui n'est pas beau du tout. Hein. On l'a fantasmé avant que j'aille le voir. Donc, c'est sûr qu'on a écrit le premier tome, comme on était confinés, on l'a écrit entièrement, je vais dire, dans le fantasme et dans l'imaginaire. Alors, il y a un merveilleux outil avec Internet, donc on a pu regarder des documentaires, circuler, les Google Maps et tout ça. Bon, voilà, on a fait tout ça. Et c'est au moment où c'était terminé que on a pu recirculer. Donc, je suis allée au Havre. Et là, j'ai vu Port 2000, donc du Havre. On a circulé dans le port. Les portes-containers. Je ne savais pas que des portes-containers pouvaient me tirer des larmes. Il y a une puissance quand on les longe, quand c'est des monstres des mers. Hein, et il y a une poésie terrible là-dedans. Et quand on est à côté, on se sent tellement petit. Et puis les hangars, les entrepôts avec les sacs de café, tout ça que je décris d'ailleurs. Euh, j'ai dit à mon frère, on a bien vu, mais je l'ai vu après. Et je lui ai fait un reportage photo pendant que j'y étais. Donc, je lui ai photographié l'escalier de Montmorency, tous les endroits où il se passait des choses. Je prenais des pauses d'attaque, etc. Voilà, et pour qu'il vive le plus possible en direct avec moi. Bien sûr que c'était douloureux pour l'un et l'autre. Et en même temps, c'était formidable. Voilà, j'y suis retournée après. Voilà, et j'y reviendrai encore. En fait,
je viens vérifier que ce que j'ai imaginé, ça existe. Voilà, c'était ma question. En effet, par contre, j'aurais bien voulu voir ces photos où vous braquiez, où vous faisiez Ah oui, oui. semblant de braquer. Ça aurait été amusant de Oui, les mettre à la oui. fin du livre, par Ah, exemple. Ça aurait désolé, été... désolé. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Isabelle, c'est à toi. Euh, euh, Tiens, bonjour. Bonjour, je voulais savoir si c'était une tétralogie ou une trilogie. Alors, ça sera une trilogie et c'est déjà formidable qu'on soit allé jusque-là. J'ai promis, voilà, il voulait savoir hein, à la moitié du livre quand il savait que, comme il m'a dit, je t'abandonne. Euh, il voulait savoir si je continuerais et si j'irais au bout. Et je lui ai dit oui, mais pas au bout, voilà, pas au-delà du troisième épisode, parce que bah voilà, on avait fait la moitié de la route, il fallait que je termine. J'espère qu'il n'est pas déçu. Et sur Maurice Lecoq, nous avons lu un livre avant, La formidable histoire du coq qui ne voulait pas fermer son bec. Ça parlait d'un coq qui s'appelait Maurice. Ça faisait bien rire. Bon, ben, je ne le connais pas celui-là. D'accord. Et votre chat est très mignon. Il en sait Bon, des choses. il en sait. Je Il en le sait. vois derrière. Il est fan. Mario, justement, c'est plutôt rare chez vous de d'écrire avec un autre auteur. Vous l'avez fait, il me semble, avec votre sœur, Elvire. Oui. Pour le coup, vous l'avez fait également avec Loris. Est-ce que c'est quelque chose qui sera à jamais privilégié au sein de votre famille? Personne d'autre ne pourra écrire avec vous. Est-ce que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'intimité et auquel cas vous ne pouvez pas aller vers un auteur auquel, en tout cas, vous n'avez pas cette proximité-là? Alors, j'ai quelqu'un avec qui j'ai cette proximité-là, et c'est ma fille. Pour le moment, c'est pas un écrivain de fiction. C'est quelqu'un qui écrit très bien, c'est quelqu'un de bon, qui est formidable, avec qui j'ai commencé des choses. Hein. On a travaillé sur des interviews. Là, vous verrez sur Instagram, on travaille ensemble hein, en ce moment sur des vidéos. On va certainement travailler sur du podcast. Je ne sais pas jusqu'où nous irons. J'aimerais bien partager l'affiche avec elle. Ça se fera ou ça ne se fera pas, là, je ne peux pas vous dire. C'est vrai que j'ai du mal à retrouver la solitude d'une certaine manière. Là, le week-end dernier, ma maison était pleine de jeunes qui venaient partager avec moi Instagram. En fait, vous verrez ça dans quelques temps. On s'est bien amusé. Donc, j'ai besoin de jeunes devant moi, ça c'est sûr. Ce qui est terrible dans le vieillissement, c'est qu'on perd ceux qui ont été les témoins de tout ce qu'on a vécu. Et ce qui est important, en fait, c'est d'avoir devant soi des gens, je vais vous dire de façon qui ne va pas vous paraître lugubre, des gens qui vous enterreront, parce que c'est quand même mieux ça que d'enterrer les autres. Et donc, c'est vrai que là, bon, j'ai toujours été tournée vers plus jeune que moi, ça a toujours été, c'est mon tropisme depuis le début, mais plus que jamais en réalité. Voilà, je suis contente de retourner dans les classes, je suis contente de revoir des enfants, des adolescents, j'étais contente d'avoir ma maison pleine de jeunes. Je ne fuis pas ce qui est devant moi, mais disons que je suis en train de perdre ce qui est derrière moi. Voilà. Donc, j'ai besoin de cet horizon. Et cet horizon, bah, il a 12 ans, il a 15 ans, il a 20 ans. C'est mon horizon. C'est pas... Et j'aimerais effectivement retrouver un compagnonnage. Mais ça sera ou ça ne sera pas. Moi, demain est incertain. Je ne peux pas vous dire. Très bien. J'aimerais qu'on revienne sur le parcours de Loris que j'ai découvert pour cette rencontre. Il a quand même été traducteur de Stephen King, de Michael Moorcock. Il était critique littéraire, scénariste, traducteur. Il a quand même un parcours extrêmement brillant. J'aurais voulu savoir comment vous le décririez comme écrivain. Quelles sont ses qualités, quelles sont ses qualités de style, d'écrivain? Comment vous le décririez? Il écrit mieux que moi. Mais ce n'était pas grave. Moi, j'ai apporté autre chose.
Ce que je lui ai demandé pour Angie et Souviens-toi de septembre, hein, c'était de faire quelque chose qui était difficile pour lui, c'était de donner quelque chose de son intime, de sa personne. C'est pour ça qu'il est en fauteuil roulant au départ, Augustin. Euh, Ça, c'était quelque chose qu'on avait du mal à tirer de lui, que j'ai eu l'impression privilégiée d'y avoir accès. Voilà, son intimité, son cœur. Voilà, et je lui ai demandé de le mettre dans les personnages. Voilà. Alors, en tant qu'écrivain, c'est quelqu'un qui aime. Il me disait que ce qu'il préférait, c'est avoir écrit plutôt qu'écrire. Euh, et c'est tous les temps, en fait, avant et après l'écriture. Je pense que l'écriture a toujours été quelque chose d'assez douloureux, en fait, pour lui. D'ailleurs, il retardait toujours le moment de s'y mettre dans la journée. C'est pour ça que ça a été un écrivain de nuit, parce que et arrivé 4 heures, 5 heures du matin, il fallait qu'il fasse quelque chose quand même de sa journée avant d'aller se coucher vers 6 heures, quelque chose. Et donc, c'était l'écrivain du bout de la nuit. L'écrivain forcé, obligé, contraint. Ce qui était important pour lui, c'était d'amasser une documentation, de rêver à une époque. C'était tout le temps d'avant l'écriture et le soulagement d'après l'écriture. Je pense que pendant l'écriture, il était quelqu'un qui sans doute souffrait, qui était qui se devait sentir obligé d'écrire. La différence avec ce qui s'est passé avec moi, c'est que le moment de l'écriture devenait l'aboutissement de toute sa journée, et je pense le moment où il déversait tout ce qui lui restait. Sa femme, ses filles me l'ont dit, il mettait toute l'énergie qui lui restait. Je ne pense pas avoir volé des choses de ces derniers moments. Je pense que c'était ce qu'il voulait. J'ai eu un moment très impressionnant, une nuit où j'étais chez lui, cette fois-ci à Chamadel, dans sa maison de campagne. Je me suis relevée dans la nuit pour aller pisser. Et lui, il était sur un lit médicalisé dans la grande pièce à vivre, derrière un paravent. Et j'ai entendu la voix dans la nuit, sa voix, en train de dicter, puisqu'il ne pouvait plus écrire, il était en train de dicter le prochain chapitre à son ordinateur. Il devait être, je ne sais pas, oui, 4-5 heures du matin. Et cette voix dans la nuit, où il concentrait tout ce qui lui restait de force, il a réalisé un exploit. Vous avez réalisé un exploit puisque vous avez réussi à coucher aussi sur papier ces derniers mots. Donc, c'est un binôme qui marche terriblement bien. Ah, ben oui, je veux dire que pendant tout ça a duré un an et demi, quoi. Ça ne m'a pas relâché ni de jour ni de nuit. Voilà. J'ai été au bord du burn-out, c'est sûr, parce qu'il fallait inventer l'histoire au fur et à mesure. En fait, ça paraît très, très construit, mais en réalité, c'était un numéro d'équilibriste, parce que le plus souvent, je ne savais pas ce qu'il y avait. Et il fallait que je lui raconte l'histoire, surtout à la fin. Comme au début, on a beaucoup construit ensemble, mais à la fin, il ne pouvait plus. Et ce qu'il pouvait, c'était écrire. Donc, en fait, je lui donnais l'histoire. Donc, toute la fin, souviens-toi de septembre, et encore plus le suivant, je lui racontais l'histoire pour qu'il l'écrive. Et puis, je lui mettais par écrit les chapitres que je découpais en petites séquences. J'ai dit parfois, comme on essaie de faire manger quelqu'un qui n'a plus d'appétit, on sépare dans l'assiette des petites parts pour faire plus petit. Et ben, les chapitres, je lui sépare en petites séquences pour faire plus petit, pour pas qu'il soit intimidé. Donc, il me dit, j'ai réussi la séquence 1, j'ai fini la séquence 2. Et donc, voilà, je l'ai fait écrire comme on donne la béquille, d'une certaine manière. Voilà. Et puis après, je me suis retrouvée brutalement toute seule. Voilà. À devoir écrire toute seule, terminer cette histoire. Et je m'étais lancée dans une telle architecture, c'était tellement compliqué. Pour tout vous dire, le roman policier, pour moi, c'est
c'est une intrigue difficile, c'est une intrigue épuisante. Je suis quelqu'un qui a peu de mémoire. C'est effrayant pour moi de me souvenir de ce que j'ai écrit au début pour savoir est-ce que j'ai bien fait dire, est-ce que pour ramasser tous ces petits morceaux, enfin tous ces petits cailloux qu'on laisse derrière soi, qu'on doit reprendre au bon moment dans le bon chapitre. Et qui sait quoi? Sans arrêt, je faisais des fiches à mon frère. Qui sait quoi? Parce qu'on avait 4 enquêteurs, en fait. Et en plus, un lecteur qui, et c'était notre malice, en savait plus que les personnages. Donc, il fallait qu'on ne se trompe pas. Ah non, ça, Augustin ne le sait pas, c'est le commissaire Haute-Cloche qui le sait. Ça, ni l'un ni l'autre ne sait, mais le lecteur le sait. Et en fait, il fallait emmener ce lecteur plus avant que les enquêteurs, jusqu'à la fin, sans qu'il ait le mot de la fin. Donc, il a fallu que j'y pense constamment parce que j'avais tout le temps l'impression que j'allais perdre quelque chose, quoi. Donc, c'était obsessionnel. Et vraiment, il y a évidemment une espèce de lâcher prise maintenant, tout de suite, dans ma vie. Ces journées où je me dis, je fais quoi? Eh ben, tiens, bonjour Anthony, tu me fais des vacances. Donc, j'invite, je fais des Skype, des Zooms, je lis, je relis. Tout à l'heure, je vais regarder, c'est pas La Petite Maison dans la Prairie, mais presque. D'ailleurs, je me suis habillée en cow-boy pour pouvoir me regarder. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Quelle sera ma vie? Voilà, c'est ma question. Alors, je me suis lancée dans Instagram, dans la vidéo, dans tout et n'importe quoi d'une certaine façon. C'est pas pour oublier, c'est tout ce temps qui m'est rendu. Et je pense que tous les gens qui ont accompagné une personne malade, moi c'était de cette façon particulière, mais je pense à sa femme, je pense à ses filles qui ont été tellement présentes. Tout ce temps qui nous est rendu tout d'un coup, et il faut pas trop se retourner en fait, parce que c'est intenable. Et donc, qu'est-ce que tu en fais? Je me souviens de ce moine qui m'avait dit après la mort de ma maman, il m'avait dit, maintenant vous allez aimer plus. Voilà. Il avait raison. Il avait raison. Ginny? Ginny. Ginny, on l'entend pas. Il faut réactiver le micro. Eh oui. Tous La ces dure loi de mystères, Zoom. Ah oui, des mystères de la Allô, allô. technologie. Ouais, allô, Ginny. Ah, c'est bon. Merci. On la voit même. Bonjour. Bonjour, Ginny. Alors moi, je tenais vraiment à vous remercier parce que dans votre livre Angie, moi j'ai vraiment découvert énormément de modernité, de vivacité dans l'écriture, et le fait que vous soyez au moins à 2 pour arriver à contenir tout ça, il fallait être au moins à 2 parce que je trouve que vous nous emmenez mais avec une facilité et voilà, vous nous emmenez sur des chemins et on n'a pas envie de les laisser après. Donc, c'est vraiment chouette. Hein. Je veux dire, quand on referme le livre, on a juste envie d'une chose, c'est de le partager et dire ouais, j'ai lu un livre super, faut vraiment que tu le lises aussi. Et du coup, par rapport à. Vous êtes vraiment multitâche, vous avez fait plein de séries, vous avez fait plein de choses dans l'écriture jeunesse que j'admire énormément. Mais vous, quand vous écrivez, en fait, quel est votre sujet préféré? Parce que là, vous êtes touche à tout, vous aimez de découvrir plein de choses, vous aimez aller à la rencontre d'eux, mais votre écriture, vous aimez dire quoi? Mais justement, j'aime changer. Je ne veux pas écrire toujours le même livre, je ne veux pas écrire toujours dans le même registre. Et de toute façon, c'est parce que mon frère m'a dit à l'adolescence, un écrivain, ça doit écrire de tout. Et je n'ai jamais oublié cette phrase-là. Et donc, je me suis essayée à tout. Alors, on est plus ou moins doué dans un registre. Hein. Donc, j'ai essayé du fantastique, de l'historique, du polar. Donc, beaucoup de choses très contemporaines aussi. Mais là, je vous avoue que je sature un peu de mon époque. Et là, ça me vient que j'ai envie de partir au 19e siècle. C'est ma récréation, le 19e siècle. Hein. C'est pousse, on arrête un peu, parce que j'aime énormément mon époque, mais elle est épuisante, elle est parfois angoissante. Et ma cour de récré, c'est le 19e, soit français, soit anglais. Donc là, je me demande, je cherchais du côté d'un Miss Charity français. En fait, l'enfance et l'adolescence d'une petite fille. Mais
voilà, pour l'instant, c'est très flou dans ma tête, c'est un désir. Et en même temps, je me suis engagée par rapport très imprudemment avec mes lecteurs de leur faire l'épisode 7 pour Sauveur et Fils. Et je sais, j'ai des questions que j'ai pas répondu à tout et c'est très embêtant. Et j'ai arrêté, j'ai mis sur pause pour pouvoir travailler avec Loris, puisqu'il n'était pas question que je fasse avec lui la suite, ça n'avait aucun sens. Donc, j'ai dû arrêter complètement. Et j'essaie de revenir vers Sauveur. Il y a des tonnes de sujets à aborder avec lui. Le problème, c'est qu'il s'est passé quelque chose de l'ordre d'une déflagration depuis que j'ai quitté Sauveur. Je l'ai quitté, figurez-vous, en 2018. Alors, mon problème, c'est est-ce que je le reprends en 2019 ou est-ce que je lui fais enjamber et est-ce que je l'emmène dans notre merde à nous, que je vois comment il se débrouille, quoi. Mais alors à ce moment-là, toutes les questions auxquelles je n'ai pas répondu, je n'y répondrai pas non plus, puisque j'enjamberai 2 ans. Et je suis là, un peu bloquée, mais peut-être parce que j'ai envie d'être bloquée. Hein. Moi, il y a des périodes où c'est comme ça, j'ai envie de me coincer moi-même. Et donc, parce que là, j'ai enchaîné ces 3 livres avec mon frère à une rapidité, une dinguerie, quoi. D'habitude, je souffle un peu entre 2 bouquins. Et là, parce que je sentais l'angoisse en lui, je lui disais, on peut terminer, j'ai un sujet pour le suivant. Plus ou moins vrai, d'ailleurs. Je lui mentais plus ou moins, mais il fallait que je l'emmène. Au début, le 3e, je me suis dit, mais je m'envoie dans le mur, là. Je suis en train de lui raconter une histoire qui n'a ni queue ni tête. Mais puisque je l'emmène, il fallait qu'il écrive. Et donc, il a fallu que ça arrive. Il fallait que j'y arrive. Mais là, j'ai plus ce couteau sous la gorge, en fait. Voilà. Et j'ai plus l'habitude, finalement, d'écrire sans cette nécessité. J'ai plus quelqu'un qui me dit c'est quoi le chapitre d'après, et ça me fait peur en fait parce que j'en sais rien le chapitre d'après en fait et je sais plus si j'ai envie. C'est une question de désir, voilà, et il faut que le désir revienne. Alors pour le moment je m'amuse, hein, je fais plein de trucs, voilà, avec des, comme je vous dis, sur Instagram et ça, je m'amuse à d'autres choses, mais mon cœur de métier c'est l'écriture bien sûr et c'est mon cœur à moi aussi. Et ça, il faut qu'il retrouve le désir. Voilà. Merci beaucoup. Si vous reprenez Sauveur, il va falloir le soigner lui aussi, puisqu'il risque d'avoir un petit burn-out à gérer quand même, malgré la situation. Il va avoir des âmes à sauver. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Voilà. Marie-Églantine, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup pour cette rencontre très émouvante et très, voilà, pleine de belles choses. Alors, vous avez fait une transition parfaite parce que moi, j'allais faire un parallèle avec Sauveur, justement. Avec Donc, je merci. Moi, j'ai adoré Angie, que j'ai lu dès sa parution. Je suis en train de terminer Souviens-toi de septembre et vraiment, je vous remercie pour cette trilogie, enfin, pour en tout cas ces 2 premiers tomes qui sont formidables. Et je suis une fan de la première heure de Sauveur. Et en lisant Souviens-toi de septembre et Angie, j'ai trouvé, alors peut-être que vous allez me dire que pas du tout, j'ai trouvé un gros parallèle entre les personnages d'Augustin et de Sauveur, dans ces images peut-être de force tranquille, d'hommes un peu taciturnes, un peu taiseux, qui peuvent sembler un peu brutes parfois d'abord. Et du coup, j'adore les 2 personnages en plus. Mais voilà, est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il y a peut-être un parallèle à faire avec ces 2 ? Voilà, j'imagine ces grands bonhommes, un peu ces forces tranquilles, voilà, bien ancrés. Et voilà, donc je voulais vous partager ça. Ok, alors vous allez avoir des surprises dans le 3e, parce que c'est pas uniquement ça. C'est Augustin, voilà. Pour moi, il est beaucoup plus inachevé comme personne que Sauveur, qui est quelqu'un qui souffre de ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, hein, quelqu'un qui va aider les autres pour ne pas régler ses propres problèmes. Et je pense que, oui, le parallèle, finalement, vous n'avez pas tellement tort, le parallèle, c'est qu'Augustin, il enquête sur le secret des autres, alors qu'il sait très bien sur quoi il devrait enquêter, et il va être mis au pied du mur, là, dans le 3e, parce que sa grande question, finalement, c'est qui est mon père, hein, et il va s'apercevoir qu'il est enquêteur à cause de ça. Voilà. Et donc, finalement, il va enquêter sur lui-même. Voilà. Donc, on rejoint peut-être effectivement notre sauveur. Voilà. Merci, super. Merci pour ces informations, du coup. Marie-Aude, les 2 premiers tomes sont extrêmement exigeants. C'est le moins qu'on puisse dire. Je les ai trouvés
très exigeant, que ce soit littérairement ou dans le domaine de l'intrigue policière. Les adolescents vont bien réfléchir, ça c'est une certitude, mais c'est à mon sens un roman véritablement très adulte. Je voulais savoir si c'était une condition obligatoire pour vous de faire une intrigue très détaillée, très fourmillante, avec beaucoup de personnages, énormément de personnages. Donc, est-ce que c'était une volonté de votre part? J'ai l'impression que vous avez des accointances avec les frères Sidbon, parce que je vous trouve extrêmement pétillante, mais aussi dans vos livres, ça pète de partout, ça part dans tous les sens. Euh, comment vous travaillez ça? Comment vous travaillez le fait d'avoir une galerie de personnages extrêmement divers et en même temps arriver à ne jamais sortir du bois? Tout est extrêmement construit, tout est parfaitement maîtrisé. C'est cet équilibre-là qui est assez fort, je trouve, dans cette trilogie. Alors, c'est comme ça parce que je voulais que ça dure longtemps pour Loris. Et à chaque fois, je lui ai dit, il faut compliquer. On va compliquer. Et ça, à la fin, ça l'épuisait presque. Mais il était là, oh. Mais je voulais qu'il y ait des rebondissements, je voulais qu'il y ait des surprises, je voulais qu'il y ait des chemins détournés, je voulais que ça dure. Et pour ça, il fallait que ce soit effectivement foisonnant. Lui, il a toujours aimé le roman feuilleton, y compris radiophonique. Hein, il aimait le. Et la suite au prochain numéro, avec ce suspense, ces intrigues entremêlées. Il aimait ça. Gaston Leroux, Maurice Leblanc, on est dans ce type de feuilleton. Et on se faisait notre feuilleton. Voilà. La suite au prochain numéro, c'est-à-dire la suite au prochain coup de fil, en fait. Alors, il y avait ce côté-là de je t'épate, je t'embarque, mais par moments, moi-même, j'étais perdue. Et donc, très régulièrement, je refaisais des fiches, en fait, des fiches de personnages, des fiches de où est-ce qu'on en est, des choses, comme je vous ai dit, on faisait un qui sait quoi, etc. Je lui redonnais régulièrement une chronologie de tous les événements. J'ai beaucoup de mal avec les chiffres, personnellement. Donc, il fallait régulièrement que je sache où on en était, et aussi par rapport au confinement et déconfinement, parce que c'est complètement collé. On a écrit avec 1 mois et demi de décalage avec ce qui se passait. Et donc, il fallait que ce soit le plus juste possible. Je veux dire, si à la période qu'on décrit, les personnages vont prendre un verre au café, mais Loris, il n'y avait pas de café d'ouvert. Donc, il fallait régulièrement qu'on se rappelle l'un l'autre. Attends, on est au mois de mars, et alors au mois de mars. Et donc, on était obligé de savoir où on en était, nous, dans notre merdier à nous actuel, pour l'introduire. Donc, ça a été aussi le challenge, c'est que c'est écrit au temps présent, et c'est avec notre présent. Et que ce qui s'est passé, forcément, allait infléchir l'intrigue. Quand on ne peut plus se voir nulle part, quand on ne peut pas donner rendez-vous dans un resto, dans le 3e épisode, y a un tueur qui rôde, mais comment il va faire pour rencontrer ses victimes alors qu'il ne peut pas leur donner rendez-vous au resto, au café, etc. Comment il va les piéger, en fait. Ça a donné une complexité, un challenge supplémentaire, quoi. Il fallait introduire ce monde-là au fur et à mesure dans notre intrigue. Donc, quand je dis que j'ai été au bord du burn-out, c'est la vérité, quoi. C'est une contention entre cette complexité, le fait qu'on avait choisi plusieurs enquêteurs, en fait, qui ne savent pas les choses en même temps, et qu'on ait ce lecteur un peu plus omniscient, mais pas tout à fait comme nous. Par exemple, dans Souviens-toi de septembre, le lecteur, il a vu le meurtre de l'infirmière. Il sait qui a tué, comment, pourquoi, quand. Les autres personnages, les enquêteurs, les 3 enquêteurs, ne le savent pas. Et ils cherchent où a disparu cette infirmière. En fait, elle s'est volatilisée, quoi. Mais le lecteur a peut-être envie de dire mais non, mais elle est morte, en fait. Et on sait. Et ils ont ce temps d'avance sur les personnages. Il faut que nous, on fasse attention, ne jamais s'en mêler.
et qu'on sache bien, ah oui, non, mais lui, il ne le sait pas. Le lecteur le sait, mais Augustin ne le sait pas. Donc, il fallait sans arrêt qu'on se rappelle ça, qu'on avait Angie qui enquêtait, Augustin qui enquêtait, Félix Haute-Cloche qui enquêtait, qui ne savaient pas les mêmes choses, et le lecteur qui en savait davantage, et nous qui en savions plus que le lecteur, mais pas tant que ça finalement, parce qu'en fait, on ne savait pas complètement où on allait. C'était très incertain, et il faut que ça ait l'air complètement maîtrisé. Et je pense que c'est l'impression que ça donne. C'est un exercice de voltige, en fait. Et tout d'un coup, on se dit, ah, ça y est, ça, on peut le rattraper. Et donc, tout d'un coup, ce personnage-là, on n'avait pas prévu qu'il allait nous servir, mais il était là. Il est dispo, comme dans Angie, la petite Delphine. On lui en a fait voir de toutes les couleurs, ce n'était pas prévu. Mais juste, on s'est dit, ah, c'est là. Et donc, c'était ça, en fait, c'est tout le temps. Et ce rire qu'on peut avoir quand tout d'un coup, on trouve une astuce, quand on se dit, ah, ça y est, ça boucle. Mais il y a beaucoup de fils qui pendent, quoi. Et à la fin, il va falloir tout nouer très soigneusement. Voilà. Et c'est la dernière scène dans Souviens-toi de septembre qui ressemble à une scène dans Agatha Christie. C'est Hercule Poirot convoquant tous ceux qui seraient d'éventuels coupables. Là, on est à Château-Maurice. Et le lecteur a l'air d'en savoir plus qu'Augustin. Mais Augustin sait déjà. Et en fait, le lecteur ne savait pas. C'est ce qu'il doit se dire à la fin, finalement. Le fond de l'intrigue, il ne le savait pas. Il en savait plus que les autres personnages, mais le fin mot de l'histoire, il ne l'avait pas. Et ça doit être réservé, donc, comme dans les romans policiers bien construits, c'est réservé à la scène finale. Voilà. Merci. Florence? Voilà, on m'entend? Oui, Florence. Okay. Et on vous voit. Bonjour. Bonjour. Je suis un tout petit peu stressée de prendre la parole. Je suis vraiment enchantée de vous rencontrer, même si c'est virtuel. Je voulais simplement en fait, d'abord vous remercier parce que vos lectures, les lectures que j'ai pu faire de vos ouvrages ont été très marquantes pour moi, notamment vers 12 ans quand j'ai lu Au Boy. Je pense qu'on a un peu toutes et tous ici des lectures marquantes au fil de nos vies. Et je me souviens que quand j'ai lu Au Boy, je me suis dit, c'est vraiment cool de lire quand même. Je vais continuer, c'est chouette. Donc, merci pour ça. Et puis, à l'âge adulte, j'ai une grande passion pour la saga Sauveur et Fils, que je trouve à la fois extrêmement drôle et extrêmement émouvante. Et je ne sais pas comment vous arrivez à mélanger les deux comme ça, mais bravo, c'est super. Donc voilà, et juste une petite question par rapport à votre processus d'écriture. Donc là, j'entends bien que pour Souviens-toi de septembre, c'était quand même assez cadré, assez structuré. Vous parlez de fiches, de chronologie, etc. Même si au final, vous dites que vous n'étiez pas forcément sûr de où vous alliez in fine. Mais est-ce que c'est toujours comme ça, votre façon de procéder en écriture, ou bien est-ce que parfois c'est plus instinctif, ça dépend des ouvrages que vous traitez ou du sujet Voilà, c'est ma question. Le roman policier est une intrigue très particulière. Et on n'écrit pas de la même façon un roman policier que tous les autres types de romans. Il y en a qui disent que ça s'écrit à l'envers, puisque, en fait, a priori, on doit savoir qui a tué et pourquoi. Et donc, après, il faut perdre le lecteur. Ces trois ouvrages-là, si vous les lisez bien, vous verrez que c'est en même temps, allez, on va le dire vite fait, mais un genre de masterclass. C'est-à-dire que dans Souviens-toi septembre surtout, et puis dans le suivant, vous allez voir, en fait, on utilise tous les trucs, toutes les astuces, tous les patterns des romans policiers, un peu au second degré, et en plus, en vous donnant les cartes. Si vous lisez bien Souviens-toi de septembre, il y a un moment où, comme Angie, elle veut devenir détective, donc elle est initiée, enfin, elle veut devenir commissaire de police, elle est initiée par Augustin, elle se fait passer pour une stagiaire à la brigade des stupes, et donc lui finit par le croire qu'elle est stagiaire. En fait, elle a 12 ans, bon, voilà, et il lui explique le métier, en fait, il l'initie au métier. Et il y a, par exemple, un chapitre qui s'appelle Chambre close, où, sous prétexte d'initier Angie, nous, les écrivains, on initie aussi le lecteur à ce que c'est que le roman à énigme,
comment il est construit et qu'est-ce que c'est que le mystère de la chambre close, avec quoi, avec quelle carte on joue. Et donc, dans le suivant, dans l'hôtel du pourquoi pas, on va vous initier, si on peut dire, au thriller avec Psychopathe. J'en ai lu tellement et on en voit tellement. Parce que la génération d'avant, c'était beaucoup le roman à énigmes. Mais maintenant, c'est beaucoup le roman, c'est beaucoup le thriller avec Psychopathe. Hein. Donc, il y a des vagues comme ça dans le polar. Et donc, c'est de la même façon, on essaie de montrer en même temps que le roman se fait, comment se fait ce type de roman. Voilà, c'est un petit peu l'effet miroir, en fait. Hein. Et donc, je dis, c'est presque effectivement une explication de ce que c'est qu'une intrigue policière, mais dans l'intrigue, chemin faisant. On réfléchit d'ailleurs avec ma fille à faire un podcast sur l'écriture du roman policier, pour voir un petit peu, voilà, j'ai pas mal réfléchi là-dessus, je suis une grosse consommatrice et je pense qu'il y a des choses qu'on peut transmettre en fait, et comment analyser, comment décortiquer, comment ça... Pour le Souviens-toi de septembre, pour aider, si l'on veut, Loris à la complexité, j'ai même pris un film entier. J'ai pris Ne le dis à personne, donc c'est d'après un roman d'Alan Coban, et j'ai pris Ne le dis à personne, et je lui ai fait entièrement, j'ai dépioté le scénario, plusieurs pages de scénario, je lui ai montré en fait comment c'était construit, de façon à ce que nous fassions comme un film en fait, comme un film policier avec toutes ces séquences très rapides, avec tous ces personnages, avec ces intrigues qui finissent par se recouper, exactement comme dans ces films très cut comme ça. Est-ce qu'on peut utiliser ce type de rythme en fait du film? On a essayé de rivaliser aussi avec ça en même temps. Il y avait un petit côté oui des caps de le faire, voilà. Donc on s'est motivé comme ça. On fait une petite pause photo avant de passer à la suite. Donc voilà, préparez-vous. Alors c'est comment? Une petite photo. C'est moi qui la prends. C'est moi qui la prends. Okay. Il suffit juste pour ceux qui veulent d'activer la caméra. Et 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Marie-Aude, on va peut-être parler d'Angie parce que Angie, pas Angie, mais plutôt Angie, parce que c'est quand même une héroïne particulière et elle est hypermnésique notamment, et donc elle veut devenir enquêtrice, vous l'aviez dit tout à l'heure. Je pense que tout le monde ici, ou presque, aurait voulu devenir enquêteur ou enquêtrice, détective privé ou autre métier policier quand on est plus jeune. Mais je voulais savoir quelle adolescente vous étiez, vous. Est-ce qu'il y a des accointances particulières avec cette jeune fille, ou au contraire, vous êtes peut-être inspiré de quelqu'un d'autre, de votre fille ou de quelqu'un de proche, mais elle est quand même très particulière, cette jeune fille à laquelle on s'attache évidemment extrêmement fortement. Quel genre de... Non, j'étais certainement pas une Angie. Je discutais l'autre jour avec mes enfants, je sais à quel point on était des jeunes qui étions sages, qui étions sous un couvercle. Je disais, si j'étais une ado maintenant, mais qu'est-ce que je ferais chier mes parents? Parce que j'avais tout en germe, tout était disponible, j'aurais pu être phobique scolaire, j'aurais pu demander à faire ma transition, mais qu'est-ce que je les aurais fait chier, quoi. Mais je gardais tout pour moi, en fait, ou pour mon cahier que je retrouve maintenant parfois, bon voilà, de jeunes filles, mais il n'y avait rien ça filtrait pas, hein. Qui savait qui nous étions? Comme disait mon frère, dire que j'ai connu la révolution sexuelle et que j'en ai même pas profité. Et en fait, nous étions des enfants de 68, mais on ne le savait pas. Donc, on était très préservés, mais presque bunkerisés, en fait. Et moi, je dis aux enfants, mais j'ai eu une enfance confinée, en réalité. Hein, donc, très peu d'ouverture sur l'extérieur et une forte vie intérieure, ça certainement, imaginaire notamment. Alors, dans l'imaginaire, on était tous, ça c'est sûr. Hein. Bon, j'étais un homme d'abord, et puis j'étais adulte, et puis il m'arrivait toutes sortes d'aventures, j'étais un grand séducteur. Donc, je m'éclatais. Ce que les jeunes aujourd'hui appellent shifter, je le faisais en permanence. Je veux dire, je rêvais constamment, je fantasmais, je planais. J'étais vraiment
on dirait maintenant à côté de la plaque, mais avec cette idée qu'il ne faut pas que les adultes s'en aperçoivent de ce que je suis. Donc, en fait, je manifestais rien parce que je ne voulais pas qu'ils le sachent, je pense. Cette personne-là que j'étais, il fallait que je la protège. Et donc, je donnais le change. J'étais donc une petite... Mais ma mère disait, mais Mario, il n'y a rien à en dire. Ce qui pouvait être un compliment, hein. Mais ce qui, en même temps, prouvait qu'il n'y avait pas grand-chose qui filtrait. Et donc, je faisais juste ce qu'il fallait pour qu'on me foute la paix. Donc, je travaillais suffisamment. C'était douloureux pour moi parce que j'avais une mauvaise mémoire. J'ai toujours eu une mauvaise mémoire. J'avais du mal à faire rentrer les leçons. J'ai travaillé toujours ce qu'il fallait pour qu'on me foute la paix. Et derrière cette surface très lisse, il y avait moi. Alors, peut-être j'étais Angie, mais j'étais certainement plein d'autres choses, en fait. Et ça n'a éclaté. En fait, j'ai été adolescente à 30 ans. Voilà. Je veux dire, la crise d'adolescence. Je ne l'ai pas vécue. Donc, maman ne voulait pas, en fait. Et sa puissance était telle que nous n'avons pas fait d'adolescence, en fait. Je pense que nous avons été d'étranges Peter Pan. Ouais, je comprends tout à fait. Je pense aussi que beaucoup de monde ici n'a pas en effet existé en tant qu'enfant comme il l'aurait souhaité. C'est en effet une possibilité. On était empêchés, malgré nous peut-être, mais en tout cas on était peut-être empêchés mentalement. Oui, enfin, c'est surtout le moi qui ne sortait pas, mais pas empêché dans l'imaginaire, tout était possible. J'ai pas du tout le souvenir d'une enfance malheureuse. Hein. J'ai demandé à mon frère aussi, est-ce que tu as eu une enfance heureuse? Et il m'a répondu, j'ai pas aimé être un enfant. C'est tout. Voilà, je pense que c'était cette privation de liberté d'être soi, certainement qu'il avait ressenti. Et puis, il avait l'impression, beaucoup d'enfants le pensent, que les adultes, ils font que qu'est-ce qu'ils veulent. Et donc, il attendait l'âge de pouvoir faire ce qu'il voulait, en réalité. Donc, une enfance, je dis souvent, immobile, rêveuse, mais très joueuse aussi. Pas malheureuse, en fait. Intérieur. Intérieur, oui, c'est ça. Ginny demandait le public visé, à partir de quand on peut lire Angie et Souviens-toi de septembre. L'école des loisirs, je crois, est à 13 ans, il me semble. Voilà. À partir de 13 ans, c'est à peu près cet âge-là que vous visez. Oui, c'est ça. Et un lecteur compétent. Hein. Comme il y en a pour le polar. Le polar est une lecture très... Tu avais employé le mot exigeant. C'est ça, hein. C'est une lecture exigeante, c'est-à-dire que tu ne peux pas zapper un roman policier. Tu es obligé de tout lire parce qu'autrement, tu es très vite perdu. Hein. Donc, le fameux roman de gare, hein, le roman facile, c'est faux. Le roman policier demande toute ton attention de lecteur. C'est pourquoi parfois, d'ailleurs, à la fin, on a une espèce de sentiment de vide et de déception, parce que tout ça pour ça, finalement. Il y a quelque chose de fragile, de friable dans le policier. Et nous, on a voulu, et moi, quand j'écris du policier, j'essaie de compenser en apportant des personnages forts et puis des problèmes contemporains en même temps, que ce ne soit pas uniquement le polar qui porte. Beaucoup d'auteurs de romans policiers essaient de nourrir cette intrigue qui est évanescente en réalité. On oublie en fait l'intrigue policière. Moi, je relis 2 et 3 fois les mêmes romans policiers à quelques années de distance. Je ne sais toujours pas quel est le coupable. Et je l'oublie instantanément. Effectivement, c'est typiquement le livre que tu laisses sur le banc de ton compartiment de train. Alors, il faut compenser ça, ce côté friable et évanescent de l'intrigue policière, qui demande énormément d'investissement, et avec ce sentiment, à la fin, ah bon, c'était lui, parce que le mystère est beaucoup plus passionnant que son explication, bien évidemment, parce que la porte fermée, c'est beaucoup plus effrayant que quand elle s'ouvre. Et donc, il faut savoir qu'à la fin, oui, il y a une grosse déception en fait, pour le lecteur, même s'il n'en est pas entièrement conscient. C'est pour ça qu'on l'oublie, quoi, en fait. Alors, donc, il faut compenser ce côté vulnérable et
évanescent du roman policier en apportant autre chose. Voilà. Nous, on a voulu apporter des personnages forts. Et je pense que ce qu'on retient d'Angie ou de Souviens, c'est les personnages, en fait. Et puis, c'est cette atmosphère très contemporaine, le fait que on s'y retrouve, on y est. Mais l'intrigue elle-même, le roman policier en lui-même, l'énigme, elle fait pchit. C'est un moteur de lecture, c'est quelque chose voilà, Boileau-Narcejac disait que le roman policier, c'est la machine à lire. Donc, c'est vraiment le truc qui te fait lire. Encore faut-il être un lecteur quand même compétent de ces lecteurs qui acceptent d'être concentrés dans la lecture. Donc, il faut quand même un lecteur de 13 ans, bon lecteur. On est d'accord, mais c'est aussi votre qualité. Les très bons auteurs de polar sont ceux justement qui ne se fient pas uniquement à l'intrigue, mais qui critiquent une société, qui apportent d'autres choses, un contexte. Et en effet, l'intrigue peut être uniquement un prétexte, et c'est ce que vous faites excellemment bien. Oui. Terry? Bonsoir Marie-Aude, je suis très très émue de vous rencontrer parce que moi je suis libraire et je travaille dans un rayon jeunesse, donc je m'occupe de toute la jeunesse, de l'éveil jusqu'à ce qu'on appelle maintenant le young adulte. Et du coup je brandis très haut vos livres et j'ai presque envie de taper sur la tête des parents ou des gens qui viennent me voir en disant oh là, j'ai lu ce livre mais c'était très simple, c'était de la jeunesse, c'était trop jeunesse pour moi, et j'ai envie de leur dire lisez ce livre-là, vous verrez que la jeunesse, ce n'est pas simple. Et malheureusement, c'est un adjectif simple qu'on relie avec une mauvaise intention à la littérature jeunesse. Et donc, ma question à laquelle vous avez probablement répondu 1 million de fois, c'est comment est-ce qu'on écrit pour la jeunesse comme vous le faites? Est-ce qu'on se met au niveau d'un enfant ou bien est-ce qu'on se dit je vais lui parler, je vais lui dire qu'il est intelligent et ça passera quand même quoi qu'il advienne. Parce que franchement, ces livres-là, c'est mes armes à moi contre le cynisme adulte quand on vient me parler de littérature de jeunesse. Bon, je pense que tu as répondu avec ta question en réalité. Il n'y a pas de condescendance, bien sûr, que je regarde dans les yeux mon lecteur et que je vais y mettre mais toute mon énergie, tout mon talent, tout mon savoir. Je vais essayer, oui. J'ai une anecdote. Un jour, ma petite fille est entrée dans mon bureau, donc elle devait avoir 8-9 ans, je ne sais pas quoi lire. Et j'ai pris un livre de Chris Donner qui s'appelle Je mange, respire, donc à l'école des loisirs. Je lui donne ce livre. Elle s'allonge sur le canapé derrière. Elle ouvre le livre et elle fait « Et maintenant, Chris Donner, donne le meilleur de toi. » Je me suis dit, c'est juste ça qu'elle demande. Et bien, j'ai jamais oublié cette invocation. Voilà. Donne le meilleur de toi. C'est simplement ça qu'ils demandent, les enfants. À toi, adulte. Merci. Incroyable, oui, donne le meilleur de toi, en effet. Oui, non, mais ça, j'étais en train d'écrire, ça m'a presque paralysée. J'ai dit, incroyable. La barre est haute. C'est vrai. J'aimerais qu'on parle du nom des personnages parce que j'ai l'impression qu'ils ont une certaine, en tout cas, vous avez tous les deux une certaine tendresse pour eux. Je pense que le nom des personnages, le prénom des personnages n'est pas anodin et j'imagine qu'ils font référence la plupart du temps aux personnes qui vous ont entouré depuis le début de l'écriture avec Loris. Alors, il y a de tout, hein. Angie, c'est les Rolling Stones. Tourniquet, c'était une amie qu'on avait. On a trouvé les deux ensemble. C'était rigolo, Angie Tourniquet. Augustin, il y a Auguste Perret qui est le reconstructeur du Havre, mais aussi Augustin Normand qui au Havre était celui qui a créé les chantiers navals, mais aussi c'est Augustin Maulne et c'était le best de notre maman. Augustin, c'était normal qu'on l'appelle comme ça. Et puis Maupetit, c'est un nom dans la famille de mon mari, donc Augustin Maupetit. Non, mais c'est vrai que, alors c'est pas tout familial, hein, ça peut partir d'un peu on cherche. On les a gratifiés de noms assez voilà un peu dur à porter. Félix Haute-Cloche, faut y arriver quand même. Après on a la commissaire Verne et c'est vrai qu'il y a Jules derrière, hein. Donc c'est très référencé, voilà, que ce soit
par rapport à notre histoire familiale ou par rapport à la culture. Donc, c'est des noms qui sont chargés. Et notamment par rapport au personnel soignant, est-ce qu'il y a des références particulières? J'imagine que des infirmières ou en tout cas un personnel soignant s'est occupé de Loris. Est-ce qu'il y a oui, bien sûr. est-ce qu'il y a des références particulières au sein du livre? Oui, il leur posait des questions, comme on dit ici, etc. Donc, oui, elle venait, il avait une ronde d'infirmières. C'est toutes celles à qui on a dédicacé le livre. Hein. Donc, elles sont là. C'est tous ces jolis prénoms. Agathe, Bénédicte, Georgia, Christelle, Gaëlle, Nathalie et Sandra. Voilà, ce sont les infirmières de mon frère. Voilà, elles sont là. Et c'est pour ça aussi qu'il y a la maman d'Angie, bien sûr, elle est infirmière. Comme dit Angie, t'es une héroïne, puisque, bon, on a parlé de nos héros pendant la pandémie. Donc, voilà, c'était important qu'il y ait aussi ce personnage d'Emma. Alors après, on a un quatuor amoureux et on ne savait pas non plus comment on allait s'en sortir. Donc, il y a Augustin et sa supérieure hiérarchique, donc la commissaire Verne, pour qui il y a Augustin et puis il n'y a rien d'autre en fait. Et puis il y a Emma Toroniquet, donc qui est la voisine de palier de l'autre côté, la maman d'Angie. Et donc il va y avoir un rapprochement Emma-Augustin. Mais il y a aussi le papa d'Angie qui ressurgit et c'est Xavier. Donc on a un quatuor. Et en fait, on s'est demandé qui va avec qui. Et en fait, pendant 2 romans et demi, on ne le savait pas. Voilà. Donc c'est venu progressivement. Mais on ne laisse rien dans l'ombre, parce que moi, j'aime pas laisser mes personnages en plan et le lecteur en rade. Donc, au bout des 3 épisodes, on sait tout. Voilà, parce que c'est important de pouvoir refermer un livre en sentant que les personnages sont en sécurité. Car oui, demain est incertain, mais pas quand on finit une trilogie. En effet. Dans le roman, NJ dit à un moment donné, les vrais gens, c'est plus fort que les histoires inventées. C'est une phrase qui pourrait totalement correspondre à votre pensée d'écrivain du réel. Oui, nos histoires sont pleines de vrais gens. Mes histoires sont pleines de vrais gens. Alors, bien sûr que je prends pas une personne et je la jette dans un roman. Et je ne m'empare pas comme ça de personnes vivantes, mais elles sont toutes adossées, appuyées à des personnes réelles, à des séquences que j'ai vues, à des choses que j'ai entendues. Elles sont véritablement nourries. Je veux dire, il y a des choses, strictement, on ne peut pas les inventer. Voilà. La manière de parler d'un ado, d'une enfant, ce son-là, tu ne peux pas l'inventer. Donc, moi, je suis en permanence, non pas dans la position de l'enquêtrice, mais j'ai un autre personnage qui s'appelle l'espionne pour les plus petits. Et donc, je suis cette espionne. Je passe mon temps, en fait, à me dire, tiens, ça, il faut que je garde, tiens, ça, c'est intéressant. Parce que je sais que les vrais gens, ça va donner une épaisseur incroyable, en fait, dans mes livres. Et les gens me disent, on a l'impression qu'ils sont dans la pièce à côté, on a l'impression de les avoir rencontrés, on a l'impression de les connaître. C'est pas un hasard, en fait. C'est parce que, et c'est pour ça que j'avais réclamé à mon frère qu'il donne de sa chair, et il en restait très peu, qu'il donne de sa chair à Augustin et à ses personnages, parce que c'est comme ça qu'on fait des personnages. Les personnages, ça cannibalise les vrais gens. Voilà, ça. Alors, la différence entre les personnes et les personnages, elle est simple. C'est que les personnes, je ne les comprends pas, et les personnages, je les comprends. J'ai jamais compris les gens qui sont autour de moi. Je ne sais pas qui ils sont véritablement. Or, je sais qui sont mes personnages, et je comprends leur motivation. C'est en ça que c'est des personnages, et pas des personnes. Ceci n'est pas un message caché pour votre mari qui est dans la pièce d'à côté, hein. Précise. Hein. Non, oui, exactement. Mais si, il le sait très bien qu'on se connaît mal, en fait. Je veux dire, si je prends des choses de lui et que je les mets dans un personnage, je comprendrai ce personnage, mais lui me restera mystérieux. Intéressant cette façon de séparer personnage et personne. D'accord. J'aimerais qu'on parle peut-être du 3e tome où le titre a évolué, il me semble. Au départ, on était sur le bureau des affaires classées, si mes informations sont bonnes.
Oui, c'est vrai. Ça a Comment évolué. comment ce titre a évolué justement et est-ce qu'on pourrait en parler À cause de mon frère, à cause de sa phrase, hein, parce que je voulais mettre pourquoi pas. Ça aurait pu s'appeler pourquoi pas. Sauf qu'il y a effectivement dans l'histoire, mais alors ce qui va être amusant pour le lecteur, c'est qu'il ne saura que ça s'appelle comme ça que à plus de la moitié de l'histoire. Parce que tout d'un coup, ça va surgir, et qu'il y a effectivement un hôtel du Pourquoi pas qui se trouve rue du Commandant Charcot. Dans notre histoire, ne le cherchez pas ailleurs. Le Pourquoi pas, c'est le nom du bateau du Commandant Charcot. Mon frère avait la maladie de Charcot, enfin je veux dire, tout boucle pour moi. C'était un de mes héros, le Commandant Charcot, c'est un modèle pour moi d'homme, un explorateur et un scientifique qui est donc allé à la découverte des pôles. Son bateau s'appelait le Pourquoi pas. Quel programme! Il est mort à bord de son bateau, comme un capitaine doit mourir quand le bateau coule, en libérant la mouette qui était à bord. Rita, la mouette, il a ouvert la cage et la mouette s'est envolée. Et lui, il est mort avec tous les marins à son bord. Il est mort à bord du Pourquoi pas. Alors, ce n'est pas cette histoire-là que je raconte. Mais mon hôtel est rue du Commandant Charcot. Cette histoire, la troisième, est tellement invraisemblable et tellement cohérente en même temps que je pense qu'on est obligé de se dire oh bah, pourquoi pas. Tu sais, une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et ça se termine comment, le poème? Et pourquoi pas? Alors, tout ce que je raconte, tout ce qu'on a raconté dans le troisième, ça doit être relativement ébouriffant, je pense. Mais pourquoi pas? Ce qu'on vient de vivre, c'est ce qu'on vit. C'est pas cinglé, non? Et pourquoi pas? Nous le vivons. Alors là, à partir du moment où mon frère m'a abandonnée, je crois que je me suis encore plus lâchée. Je me suis dit, tu vas jusqu'au bout là. Et ça va s'appeler comme ça. Il ne l'aura pas su. Hein. Ça s'appelait encore le bureau des affaires classées. Ça, c'est après sa mort, en fait, que ça a pris son titre définitif. D'accord. Ça sortira au printemps prochain, il me semble. Oui, en mars. En mars. Justement, pour revenir sur ce trio, en tout cas dans Angie, quels éléments, au départ de l'écriture, vous vous étiez fixés en matière, entre guillemets, en personnage obligatoire? Est-ce qu'il y avait déjà une trame particulière de base sur laquelle vous étiez partis tous les deux? Et est-ce qu'ensuite, ça a évolué fortement? J'imagine qu'avec vos idées qui ont été ça s'est confrontées… enrichi au fur et à mesure, mais le trio, il est là tout de suite, hein, forcément. On avait tout de suite le capitaine, sa petite voisine de palier et la chienne. Et capitaine. Capitaine et capitaine, ça c'était sûr. Et puis les jumeaux. Ça, on savait, on avait un quintet en fait, mais le trio va se retrouver dans les trois. Ça, on savait. Alors, pourquoi c'est ce duo d'enquêteurs? Bon, la chienne est plus ou moins importante selon les épisodes. C'est surtout un duo, un tandem. Il y a beaucoup de tandems d'enquêteurs. Hein. C'est assez fréquent. Hein. Ils sont généralement très contrastés. Tu as le sérieux et le rigolo. Tu as le flingué et celui qui, comme dans L'Arme fatale, dit « j'ai passé l'âge de ces conneries », etc. Donc, tu as ça, toujours très déséquilibré comme ça. Hommes et femmes aussi. Alors maintenant, évidemment, comme disait mon frère, c'est la femme qui est chef maintenant hein, dans toutes les séries, etc. Bon, voilà, l'époque le demande. Généralement, elle boit sec, elle n'a pas de mec, elle n'a pas de gosse, elle a un peu raté, flingué sa vie sentimentale, etc. Bon, puis l'autre a plutôt une vie de famille, il aimerait bien rentrer chez lui le soir parce que la gosse a cherché à la garderie. Et donc, voilà, c'est des duos comme ça. Alors, on a cherché, effectivement, il nous fallait un tandem et puis bon, on voulait qui est quelqu'un de l'âge du lecteur quand même, il ne fallait pas le perdre, notre lecteur de 12-13 ans. Et donc, l'inconvénient
des romans policiers avec enfants, c'est que tu te retrouves avec le Club des 5, j'ai rien contre, mais bon, ça limite un peu en termes d'intrigue. Et donc, comment faire pour introduire quand même un enfant? Et là, bon, la pandémie nous a offert un truc sur un plateau, quoi. C'était incroyable, quoi. Cette gamine, parce qu'en principe, les enfants, ils sont quand même à l'école ou surveillés par les parents. Sauf que là, non, elle fait l'école à la maison parce qu'elle ne veut pas aller là où vont les enfants de soignants. Et puis sa mère, ben, elle est occupée, elle est infirmière, elle est héroïne, alors ça lui prend du temps. Et donc, ben, la gamine, elle est seule. Et donc, en face, il y a ce capitaine qui, lui, est en fauteuil roulant et qui ne peut plus sortir la chienne. Donc, c'était évident qu'ils allaient collaborer, quoi. Alors après, ben, il fallait trouver des astuces pour que… Bon, alors, elle se fait passer pour une stagiaire, etc. Il faut trouver des astuces pour que ce tandem, très improbable quand même, continue de fonctionner. Est-ce qu'il y a eu un moment donné, vu que Loris était traducteur de Stephen King notamment, donc plutôt sur la science-fiction, est-ce qu'il y a eu à un moment donné une envie d'aller plutôt vers ce domaine-là de science-fiction avec lui? Ou On a au départ, essayé à un c'était moment. une… Ah, Mais dites-moi. pas pour cette série, hein. On a essayé après Golem, puisqu'on a travaillé donc une série qui est quand même relativement fantastique, hein, aussi avec Elvire. Donc on était à 3 sur cette série. Et après on a écrit L'Expérience, qui est aussi dans le registre fantastique. Et après on a encore voulu travailler ensemble, Loris et moi. Et là je me suis dit on va aller sur son territoire. Et son vrai territoire, c'est pas le polar, c'est la science-fiction. Et on a essayé. C'est la seule fois où je me suis bananée. J'ai pas réussi, on n'a pas réussi. On a écrit, c'était un gros crève-cœur pour Loris, parce qu'on en a écrit beaucoup, on a beaucoup réfléchi, et on s'en est pas sorti. On s'est pas sorti d'affaire. Je crois savoir pourquoi. C'est parce que Loris avait des modèles du type Ray Bradbury, Isaac Asimov, Philippe K. Dick, et moi j'en pouvais plus. Je veux dire, non, je peux pas. Et donc, ça m'a écrasée. Voilà. On s'est séparés. Je revois très bien. On avait discuté de cette intrigue. On voulait y arriver. On s'était retrouvés à Paris dans un café près de la gare Montparnasse. Et on n'y arrivait pas. Et j'y arrivais pas. Et je me revois, on est dans le métro avec, soit je vais dans son appartement en prenant une direction de métro, soit je rentre chez moi à Bordeaux en prenant une autre direction. Je suis à ce croisement. Je me revois, on est tous les deux là au croisement. Et qu'est-ce que je prends comme route? Est-ce que je vais chez lui et que j'insiste, je persiste, je cherche encore, ou je rentre chez moi parce que j'en peux plus? Et je suis restée comme paralysée. Je ne pouvais plus bouger. Et je me suis dit, sauve-toi, sauve-toi. Je suis rentrée chez moi. Et c'est pour ça que quand on s'est dit, on réécrit ensemble, j'étais restée là-dessus. J'étais restée sur cette image-là. J'ai eu très peur. Je me suis dit, cette fois-ci, c'est pas possible que j'y arrive pas, qu'on n'y arrive pas. C'était assez angoissant. Et donc, on a pu, parce qu'il fallait. Donc oui, son territoire, j'ai pas pu aller sur son territoire. J'ai bien fait de poser la question. Allez. J'aime beaucoup cette anecdote. Et si on parlait des couvertures, parce qu'elles sont quand même extrêmement visuelles, extrêmement marquantes. On voit que sur le 2e tome, par exemple, les personnages ont un masque. Ça, c'est plutôt rare. Je crois n'avoir encore jamais vu de couverture avec des personnages masqués. Rares sont d'ailleurs les romans, pour l'instant, à être écrits sur le confinement. Ça va peut-être venir, mais en tout cas, là, ce Il y n'est a eu qu'un des prétexte. choses sur le confinement, mais Voilà. pas en toile de fond, simplement. C'est juste là, on vit comme ça, parce qu'on est comme ça. Donc, c'est tout. Est-ce que vous êtes intervenus sur ces couvertures tous les deux? Je ne connais pas Alors, forcément les compétences de… il y a une personne, Laure Chapuis, qui travaille sur les couvertures. Hein, donc, je ne chie pas son job. Hein. Donc, elle est en lien avec un illustrateur qui ne peut pas lire nos romans, puisqu'en fait, il parle anglais. Et donc, elle lui raconte, j'aime beaucoup ça, elle lui raconte nos histoires en anglais pour qu'il comprenne. Et visiblement, elle doit bien raconter, parce que c'est pile poil ce qu'il faut, quoi. Donc, voilà, c'est comme ça. Alors, elle me les envoie en cours
d'élaboration, hein, et donc on en discute ensemble. Est-ce que si, est-ce que ça? Donc voilà, et on redonne des indications à l'illustrateur qui retravaille un peu en fonction de nos demandes. C'est lui aussi qui a fait à l'intérieur, donc il y a la carte du Havre avec tous les points où se passent les choses et qui s'enrichit au fur et à mesure, puisque bon, on en rajoute. Donc je ne sais pas ce qu'il va faire pour la troisième, ça va être encore lui, bien sûr, à lui de jouer. Alors, c'est pour ça que Laure, elle lit mon histoire en cours de route. Alors, c'est perturbant aussi, hein, parce que ça, je n'ai jamais fait non plus. A priori, je donne mes manuscrits terminés. Tandis que là, bon, bah, alors j'avais Loris comme relecteur, lui-même donnait à relire à des amis pour savoir l'effet produit, puis, parce qu'il avait besoin d'un support en fait, de fans. Et on a été aidés hein, par des amis bon, comme François Landon. Enfin, il y a des gens qui sont fendus de grands mails, de grands messages de soutien pendant qu'on était en train d'écrire. Donc, ça nous a vraiment aidés. Hein. Et puis moi, de mon côté, je faisais lire à Véronique, et même chose, un soutien. Et en cours d'écriture. Et Laure, donc, elle-même, lit en cours d'écriture parce qu'en même temps, elle raconte l'histoire à l'illustrateur de façon à ce qu'il prépare la couverture. Parce que tout ça s'est fait quand même dans un rythme très, très serré. Hein. Et donc là, il y a Sylvie Dodler qui, elle, fait les quatrièmes et les argumentaires aux commerciaux. On lui a quasiment envoyé le truc tout chaud, sorti d'imprimante, pour qu'elle le lise, pour qu'elle fasse déjà la couverture, enfin la quatrième de couve. Elle me dit, je suis un peu pressée, je t'envoie ça. Et bon, voilà, donc tout ça s'est fait dans une espèce d'effervescence à plusieurs, en fait. Donc, en plus de ça, je veux dire, en plus de ce dialogue avec mon frère, derrière, il y avait des gens qui nous ont soutenus. C'est l'event Zabo, hein, c'est ça pour la couverture? Absolument. C'est ça. Et si on finissait par une petite lecture, un petit extrait, Marie-Aude? J'en sais rien parce que, comme je t'ai dit, le polar, c'est compliqué. Je peux difficilement te lire un morceau de... J'en sais rien, en fait. Le début d'Inkipit, peut-être sous les bombes? Ouais, mais c'est pas vraiment l'ambiance du livre non plus. Alors, ça peut donner une fausse idée. Il y a ce petit échange, je ne sais pas ce que ça vaudra. Justement, je vous parlais de la chambre close. Et donc, il est en train de former, Augustin est en train de former son enquêtrice et il va l'initier donc, à ce que c'est que l'énigme. Et donc, il initie en même temps le lecteur à ce que c'est que l'énigme de la chambre close. Et donc, voilà, ils sont en train de... Il y a un tableau, hein, il est vraiment comme à l'école, en fait, mais c'est la police à la maison. Augustin a dessiné un quadrilatère sur le tableau blanc. En quelques coups de marqueur, il ajoute dans son rectangle un petit bonhomme en position allongée. Cet homme est mort. Tout semble indiquer qu'il a été assassiné. Il se trouve dans une pièce fermée dans laquelle personne n'a pu ni entrer ni sortir. « Comment on est sûr ?» demande Angie. Porte fermée à clé de l'intérieur, barreau à la fenêtre, concierge qui surveille les allées et venues, aucune trace de pas alors qu'il a plu, tout ce que tu voudras. Je te répète qu'il est impossible d'entrer ou de sortir par les issues conventionnelles. Pourtant, quelqu'un l'a fait. Je te donne 30 secondes pour trouver une solution. Angie se gratte la tête tout en se repassant chacun des mots prononcés par Augustin. Elle repère très vite celui que le capitaine lui a tendu comme une perche. C'est conventionnel, devine-t-elle. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais il faut sûrement du pas conventionnel. Excellent. Autrement dit, on passe ni par la porte, ni par la fenêtre. Alors par où? En creusant un trou, un tunnel. Le capitaine approuve d'un hochement de tête et trace un pointillé sous le rectangle de la chambre close. Bon, alors c'est classique, hein, c'est un peu trop connu. Dans le même genre, on a le panneau coulissant de la bibliothèque et hop, derrière, il y a le passage secret. Bon, c'était une des spécialités d'Arsène Lupin. Ça. Arsène Lupin, ce n'était pas un voleur? Non, un gentleman cambrioleur. Et toi, tu es un gentleman enquêteur? Ah ouais, ça me plaît ça. Tiens. Mais il détestait la police, non? Disons qu'il avait des rapports assez difficiles avec elle, un peu comme moi. Donc. Augustin balaie l'air de la main pour éloigner le sujet. Bon, alors, autre cas de figure. On imagine maintenant que durant l'après-midi, la pièce a été le théâtre d'une scène violente, altercation, meubles cassés, vases renversés, etc. Un peu plus tard, le héros, qui n'a pas eu le temps de faire le ménage, s'enferme dans son bureau et on le retrouve mort,
le lendemain matin. Le détective, arrivant sur la scène de crime, pense qu'il y a eu une lutte suivie d'un assassinat. Mais personne n'est entré ni sorti. Mystère de la chambre close, marmonne Angie pour montrer qu'elle est bien suivie. Oui, sauf que il ne s'agit pas d'un meurtre, mais d'un bête accident. Après s'être enfermée dans cette pièce en désordre, la victime est tombée à la renverse et s'est fracassé le crâne contre un chenet de cheminée. Alors ça, c'est très utilisé, le chenet de cheminée, depuis que Sherlock Holmes en a fait son coupable dans L'homme à la lèvre tordue. Non, mais ils ont existé en vrai, Lupin et Sherlock Holmes. Et toi et moi, est-ce que nous existons? On fait une enquête, pas de la métaphysique. Eh ben, on a bien fait de la faire, cette lecture, Marie-Aude. Ça me fait vraiment penser quand même, parce que vous avez cette gouaille, cette voix, cette présence scénique, à une adaptation peut-être en audiolivre. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être possible? Et deuxième question que Isabelle pose, sur une adaptation potentielle sur une série. On sait que le cinéma, c'est quand même très compliqué sur les projets, mais est-ce que vous avez déjà eu des propositions sur cette future trilogie? Non, c'est très frais quand même pour ça. Il faut que ça arrive dans les bonnes mains. Oui, ça pourrait tout à fait faire une série, mais ça, moi, j'ai pas le pouvoir d'en décider, c'est comme ça. Très souvent, c'est des gamins qui viennent montrer ça à leurs parents. Ça a été comme ça pour Boy, pour Simple, etc. Il y a tiens, papa, lis ça, etc. C'est même comme ça que j'ai eu la Légion d'honneur. Donc, c'est des gamins, en fait, qui demandent à papa de faire les choses pour moi. Donc, voilà, c'est mes agents, en fait. Allez-y, les gamins, si vous avez des papas qui sont réalisateurs, metteurs en scène ou plein de pognon, voilà. Faut leur mettre le bouquin dans les mains. Donc moi, j'ai pas ce pouvoir-là. Alors l'audiolivre, ça par contre, j'ai plus la main dessus. J'en ai fait pour Vive la République. Je fais des lectures de l'espionne, ça se trouve sur le site Bayard. Et alors là, bon, allez, je vends un peu la mèche, mais c'est entre nous. Sur Instagram, on va faire des lectures. J'ai un peu envie de faire une chaîne de lecture parce qu'en fait, la lecture à voix haute, c'est mon dada. Voilà, c'est quelque chose. Je crois véritablement que c'est une voie royale pour aller vers les livres, à tous les âges, vraiment, et dans toutes les situations. Et moi qui ai quand même des problèmes de vue, etc., il y a eu des moments, puis quand j'ai parfois pas très bien, bon voilà, le livre audio, ça te sauve, quoi, la voix. Oui, j'aimerais que mes livres soient davantage audio, enfin davantage lus, davantage écoutés. Et donc là, sur la chaîne, sur l'Instagram, là, on va jouer à ça. Parce qu'il n'y a pas que moi qui vais lire. Donc, je voudrais montrer, en fait, comment interpréter les livres. Il y a une épreuve maintenant de lecture à voix haute à l'école, donc les gamins, il va falloir qu'ils apprennent aussi à lire à voix haute. C'est un autre métier qu'acteur, lecteur à voix haute, et c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est ce que je veux montrer. D'abord, faire lire à toutes sortes de gens, et puis montrer les progrès qu'on peut faire. Je ne me donne pas du tout en exemple dans l'histoire, je lirai aussi, mais il y en a qui se débrouillent tout aussi bien que moi. Et donc, je voudrais que vous vous y mettiez aussi, d'ailleurs. C'est bien de lire dans les maisons, c'est bien de lire le soir, c'est bien de lire dans les hôpitaux, c'est bien de lire dans tous les endroits où il y a des gens qui souffrent. La lecture à voix haute, pour comprendre un texte, c'est magique. Il faut lire dans les écoles, bien sûr. Ça vaut toutes les interprétations, toutes les explications de texte, en réalité. En même temps que chaque lecteur va apporter sa personnalité au texte, sa couleur, sa chaleur. De la même façon que aucun musicien ne va jouer une partition de la même façon, personne ne va lire un texte de la même façon. Je viens de le lire d'une façon, vous le lirez d'une autre, et vous allez apporter de vous-même. C'est ça qu'il faut faire. Il faut, voilà, ce que j'attends du lecteur à voix haute, mais du lecteur d'une manière générale. Tout lecteur doit s'impliquer dans ce qu'il lit, mais alors le lecteur à voix haute, non seulement il s'implique, mais il se trahit. Et donc, et c'est ça qui est beau, c'est de savoir comment on est interprété. Et donc ça, je ne peux le savoir que si je l'entends. Voilà. Donc, lisons à voix haute et on va jouer à ça. Très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. J'espère que ce sera
ça sera une réussite, mais je n'en doute pas. Il est temps de vous remercier, Marie-Aude. Merci infiniment. Je suis vraiment Alors, ravi je voyais qu'il y avait de... des petites choses qui s'affichaient en bas de mon téléphone. J'avais à peine le temps de lire. Donc, j'ai vu Oui, qu'il y avait oui, des c'est gens qui normal. disaient des choses. Mais bon, voilà, je n'ai pas pu répondre au fur et à mesure. C'était que des belles choses, que des belles choses, que Bon, des bah, compliments, sûrement. évidemment. C'est gentil, mais voilà. Voilà, je vous Et vous, accueille quand vous voulez. Il y a Caroline, là. voilà, pour initier nos collégiens, en effet, vous avez des demandes Annabelle. d'intervention. Mhm. Je pense aussi que tout à l'heure, vous disiez vous aviez peur d'avoir déçu Loris. Je suis persuadé que vous ne l'avez pas déçu, au contraire, et vous en êtes la preuve encore aujourd'hui. Merci pour tout ce que vous faites, pour cette écriture avec lui qui vous a beaucoup donné d'émotions, mais à nous aussi, lecteurs. Donc, merci pour ça. Merci de l'avoir accompagné aussi. C'est une très belle expérience pour vous, mais c'est aussi une grande expérience en tant que lecteur de vous voir partager ça avec lui et de voir l'émotion avec laquelle vous en parlez à chaque fois. Donc voilà, merci infiniment Marie-Aude pour tout ça et puis surtout pour la personne que vous êtes, qu'on adore tant. Et je pense que c'est important aussi l'humain dans tout cela et vous êtes l'incarnation même d'une autrice qu'on a envie de suivre, peu importe le livre qu'elle écrira. Donc, c'est merci. gentil. On va essayer de s'y remettre. J'en suis Au revoir, persuadé. Anthony. Au revoir, tout le monde. Au revoir à tous. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée.